répondre. Je vais faire le parallèle avec, là vous parlez de l'enseignement, qui est quand même le socle indispensable pour faire toucher le reste. Mais, alors je vais faire le parallèle avec les soins. Bon. Moi ça fait, je disais, une trentaine d'années que je suis dans ce domaine. Okay. Qu'est-ce qui a fait bouger les comportements? Alors, ça va vous attrister, parce que c'est une réponse. Pas celle que vous attendez, mais ce qui a fait bouger les comportements, c'est une prise de conscience. C'est pas nous, c'est pas nous, on essaye de. On ne fait pas des années, on fait des rapports. C'est la poussée démographique, c'est-à-dire l'arrivée des problèmes qui existaient mais qui étaient un peu enfuis là en dessous parce que ça représentait pas nombreux. Puis, alors, par exemple, au niveau de l'hôpital, qu'est-ce qui est en train de faire bouger les directeurs d'hôpitaux et puis, donc, un peu aussi les médecins, c'est un peu lent, c'est que il y a les personnes âgées. Juste avant. On ne savait pas qu'il y avait des personnes âgées, malades. Moi, j'avais un patron qui m'avait dit l'hôpital sans malade, ce serait quand même mieux. C'est vrai que l'école sans étudiants, ce serait mieux aussi pour les enseignants. Non, mais vous voyez, on est dans une anosognosie, une absence de prise, de reconnaissance des principes de la réalité, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est en train de tellement poser de problèmes, c'est pour ça qu'on en parle tellement, y compris au niveau économique. La cyber-économie, attendez, pour inventer un truc pareil, comme c'est en anglais, c'est joli, en anglais, on parle, cyber-économie du glissement. Ça devrait exister, mais ça doit exister plus souvent. On a l'impression de découvrir autre chose. Peut-être, mais clairement, à l'hôpital, l'afflux des personnes âgées aux urgences fait prendre conscience à la fois aux médecins qui n'en étaient pas convaincus et aux directeurs qu'il va falloir faire avec, parce que comme il reste plus longtemps ces malades à l'hôpital, ça va faire complètement exploser l'aspect des finances, l'équilibre budgétaire des hôpitaux. Donc, là, voilà ce qui est en train de faire bouger, pour vous dire. Maintenant, au niveau de l'enseignement, eh bien, c'est un peu différent parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Je veux dire, l'université peut continuer à fonctionner, c'est pas ce qui va mettre en péril son budget. L'hôpital, par contre, c'est le cas. Donc, il faut après imaginer que, en toute intelligence, c'est quand même en train de se faire, c'est toujours un peu lent. En toute intelligence, les hôpitaux les CHU notamment, vont voir avec les universités pour dire, attendez, il faudrait peut-être que les médecins soient formés à la prise en soins à l'âgé. C'est en train de bouger, et c'est très très lent, très très lent. C'est depuis la canicule en fait. La canicule a été un révélateur. Vous vous rendez compte, il a fallu qu'il y ait 15 000 morts pour qu'on commence à se poser des questions. Avant la canicule, ma spécialité n'existait pas. Moi j'existais déjà. Ce n'est pas ma spécialité. La gériatrie n'était pas reconnue comme une spécialité. C'est en 2004. C'est 10 ans seulement. Ça ne répond pas vraiment à votre question. Mais voilà, je pense que c'est la poussée démographique. Donc c'est les personnes qui vont faire bouger. Vous, si vous avez ce modèle magique là, en architecture, quelles sont les 2-3 choses que vous avez fait? J'ai bien apprécié ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est sûr. Remettre la personne dans la nature, ce que vous avez dit, on va faire de place, très bien, voilà, ça c'est clair. Et demander aux personnes, on l'a fait ça déjà, on a fait un groupe il y a longtemps, on a demandé aux personnes, parce que là finalement on parle pour les autres, c'est presque les personnes. Et quand on demande aux représentants d'usagers et de résidents, parce que vous savez que dans les EHPAD il y a un comité quand même, alors les personnes, quand même qu'elles soient capables de s'exprimer encore, mais quand on les interroge, elles ont des demandes. Donc il faut demander aussi aux personnes, plutôt que de leur imposer un système, il faut demander. Alors ça, c'est en plus un problème séculaire. Parce que, bon, est-ce que nous, notre génération, peut décider pour la génération, il y a 2 générations avant, je ne sais pas, est-ce que nous, on est en droit de savoir ce que celui qui a 90 ans aujourd'hui, il n'y en a pas dans la salle, quelles sont ses attentes,
Est-ce que c'est à nous de décider pour lui? Je ne suis pas sûr. Monsieur 90 ans, Merci. Oui, le demander, je ne sais pas si le demander est la solution, même si je suis d'accord sur le pourquoi demander. Je m'explique. Le nombre de fois qu'il y a des personnes dans des lieux, par exemple dans les Cévennes, qui me disent, et je veux leur demander comment ils veulent habiter, ils proviennent de Bretagne, ils veulent créer leur de Savoie, ils veulent créer leur petit chalet savoyard en pleine Cévennes sans apercevoir que ça fout en l'air le paysage. Si se demander. Par contre, si je vais bûcher des carottes avec eux pendant 2-3 jours, j'ai des carottes pour autre chose. Ils vont me faire montrer, ils vont me montrer ce qu'ils sont, et à moi, architecte, je devrais, à travers l'imaginaire que j'ai pu acquérir, non verbalisé, de ce qu'ils sont, de réaliser des espaces qui vont voir subtilement, quand ils vont y rentrer, à l'imaginaire qui a été engendré. Quel est ce travail que j'ai envie de faire avec des spécialistes, des personnes âgées, pour rentrer dans l'imaginaire, sans que le sage, de toute façon, du mec le sage, du mec le verbalise, mais qui rentrer à un autre niveau de compréhension de leur être profond, non exprimé, non exprimable peut-être, pour qu'ils puissent, quand ils vont rentrer, être dans un lieu. Je ne me suis pas vu, je crois que je suis assez clair par rapport à cette dimension. Donc c'est pas la demande, mais sûrement démagogique. Quand on demande à quelqu'un en direct ce qu'il veut, on va demander dans un collège qu'est-ce qu'ils veulent, tout ça, mais ensuite, on va voir si on va mettre autre chose, et il y a des choses extraordinaires qui vont se passer. Mais ça me fait penser à une chose, c'est que bon, le problème des résidents à l'école, c'est que quand ils passent du domicile à l'école, bon, c'est dans une situation telle, je ne sais pas si vous imaginez bien, ces personnes-là sont même elles-mêmes de décider elles-mêmes. On décide pour elles. Alors, leur demander quel type d'architecture, donc il faudrait imaginer, ça c'est du top, ça. On parle de directive anticipée, vous savez, testament de vie. Bon, il faudrait demander, il faudrait avoir l'information avant, vous savez, un peu comme si elles avaient fait leur testament architectural, qui connaît, qui renseigne un peu là-dessus. Là, ça serait bien. On l'a pas. Quand vous répondez aux appels à projets, vous disiez que vous n'aviez pas été reçu. Est-ce que vous répondez que par des chiffres? Est-ce que vous répondez par des mètres carrés? Par exemple, ou est-ce que vous expliquez pourquoi vous voulez mettre en place? Donc on pense que le professeur Gendel peut expliquer, de pouvoir mettre pourquoi on veut mettre ça, pourquoi on peut accompagner, pourquoi ça peut baisser les départements. Je reprends l'histoire de l'étang. Effectivement, je suis sûr que tout de suite, les soignants ou les directeurs ont dû se dire de l'eau, ils vont se noyer et on va en perdre 3-4 dans l'histoire, alors que, effectivement, l'enfant peut s'amuser à donner à manger aux poissons, quelqu'un peut apprendre à pêcher si on met des cartes, continuer à pêcher et de remettre les cartes dans les temps. Comment ça se passe par rapport à ça? D'une façon très simple, les quelques pages que vous avez lues, c'est une notice d'intention de rendu d'un concours. Voilà. Donc, voilà, mais on joue qu'à ça, parce qu'après, c'est pas semblant, quoi. Je ne pas concours, même si par exemple, cette question, la question de l'eau, forcément, elle fait qu'elle va se poser, mais bon, peut-être. Après, il faut imposer des nuances en sachant que toutes les personnes qui sont là ne sont pas dans la même difficulté. Donc, au nom, pourquoi on ferait un bâtiment cadré sur les difficultés les plus hautes de chacun? La difficulté la plus haute qui existe dans chaque domaine. C'est terrible de faire ça. Donc, c'est pas possible. Enfin, on refuse de faire ça. Donc, ça veut dire, si vous voulez, que la discussion, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, la discussion elle n'a pas réellement lieu, il n'y a pas de discussion, vous êtes mais en même temps, moi ce que j'ai remarqué, parce que ce n'est pas le seul domaine où ces questions-là sont posées, moi j'ai remarqué qu'à partir du moment où vous lancez des choses comme ça dans la mare,
20 ans plus tard, on vous passe un coup de fil. Voilà. Mais il faut accepter qu'il y ait 20 ans encore. Voilà. Des fois, c'est un peu long. C'est compliqué. Par rapport à ça, et les autres, les charges médicales, la CNSA, à qui on envoie ces projets aujourd'hui? À la CNSA. Donc, je pense que là, et dans combien de temps ils mettront les idées qu'ils ont montrées dans leur cahier des charges, peut-être dans un temps, peut-être que. Mais pardon, les cahiers des charges aujourd'hui, c'est quand même les maîtres d'ouvrage, j'en suis un maître d'ouvrage, et il me semble qu'il y a un manque d'imagination qui est terrible au niveau de la maîtrise d'ouvrage actuellement, en tout cas dans les hôpitaux. C'est pas les tutelles qui font les cahiers des charges chez nous, hein, c'est nous, hein. Et c'est nous tout seuls. Ça demande de vraies compétences. Ça demande des compétences, mais ça demande de l'imagination. Parce qu'un programmiste, on va si on sait déjà lui dire, ben moi je veux une pièce qui est comme ça, une pièce qui est comme ci, on a déjà foutu en l'air tout le travail que peut apporter un programmiste et puis un architecte, c'est fini. Donc pour moi, il y a un vrai problème d'imagination. D'abord, c'est les médecins et les structures, parce que c'est les médecins qui nous disent d'abord leurs besoins. Et moi, toutes les demandes que j'ai eues depuis 10 ans sur des EHPAD, c'est des problèmes de soins. On ne m'a jamais parlé du patient. Jamais. Mais parce que les patients n'ont jamais fait partie de. Ils ne font pas partie de l'équation. Tout à fait. Il n'y a personne qui parle pour eux, alors donc... Oui, quand le professeur Jandel a dit un patient il reste 3 ans en EHPAD, ben voilà, il avait dit, c'est qu'en fait il fait que passer, nous on reste, c'est ça, le soignant reste, il est là pendant 10 ans, 20 ans dans son EHPAD, le patient il fait que passer, donc finalement il est enlevé de l'équation. En fait, vous dites que le soignant, le professionnel d'une manière générale reste, maintenant ça me choque, enfin, c'est vrai qu'il reste. Finalement, qui y habite? Oui, tout à fait. C'est pas le professionnel qui habite là, vous êtes d'accord avec moi? Donc il n'habite pas là, il n'a pas de chambre. Hein? Et puis là, c'est une lieu de travail. La difficulté, c'est que ces lieux de travail, il y a deux parties, en fait, si on peut dire, il y a deux sortes. Il y a les lieux où ils vont travailler entre professionnels, par exemple, salle de réunion, des choses comme ça, toutes sortes de choses qu'on va détailler. Et puis il y a les lieux où ils travaillent en présence ou avec les visitants. Ils sont soit dans la chambre, etc. La chambre, c'est pas une possibilité. Il y a des choses comme ça. Donc en fait, quand on dit que je pense qu'il faut se dire finalement qui est le plus important, c'est la personne qui va vivre ici, même 2 ou 3 ans, ou est-ce que c'est les gens qui vont y travailler d'ailleurs, on ne croit pas plus de 2 ou 3 ans. Bon, allez, où on a, par exemple, chef d'établissement, on a un chef de personne. Si on se dit l'important, c'est de considérer que la personne qui va venir vivre ici, il est important qu'elle puisse habiter, même sans couvrir partout, parce qu'elle a la capacité de réellement habiter son lieu. Ça, c'est peut-être le champ fondamental. Après, on peut, les cahiers des charges, c'est quand on lit les cahiers des charges de 19, les EHPAD, justement, on s'aperçoit que c'est. Il ne faut pas confondre qu'il y ait des charges énormes aussi. Hein. Et les charges, c'est quand même. Si on veut bien avoir l'imagination et surtout si on veut bien travailler en utilisateur, on peut faire beaucoup de choses avec ce cahier des charges. Et quand vous voyez le cahier des charges du PASA, par exemple, en fait, on peut faire énormément de choses. Il suffit, simplement, il ne faut pas écouter l'ARS qui rajoute de la norme sur la norme. On parlait des coûts, en plus, on parlait des coûts tout à l'heure, mais c'est vrai que quand les choses ne sont pas bien pensées en amont, moi je vois effectivement le coût que toutes les choses dont on a... Ce soir pour le 34. On voit des coûts que quand les choses n'ont pas été pensées en amont, et puis on a le soignant qui arrive, le directeur qui arrive, qui a pensé à quelque chose, et puis ah ben non, ça en fait, ça serait bien, ça va pas, on va repenser ça autrement. Enfin, moi j'ai vécu
quand on voit les choses que ça coûte en plus, parce qu'au début, les entreprises, elles répondent à un appel à projet, elles essayent de relier un petit peu à droite à gauche pour essayer qu'elles soient sélectionnées par le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, et donc elles essayent de sélectionner. Mais quand on va lui demander de faire des travaux en plus, donc là, elle présente des factures, on n'est plus du tout dans l'appel à projet, il n'y a plus de concurrence, donc eux, ils présentent des devis qui sont phénoménales, et c'est là où on perd de l'argent, et on dépense beaucoup plus d'argent, parce qu'on avait pensé les choses en amont, on avait pensé, on avait pris du temps, et nous, enfin, moi je le vois dans la construction, les devis qui tombent à la dernière minute, où alors là, les sociétés n'ont plus aucune scrupule, ils sont tout seuls, ils savent qu'ils sont là de toute façon, donc on est obligé de faire appel à eux, c'est les seuls plombiers qui sont là, et donc ici non, ils sortent des devis. Alors bien sûr, l'architecte a essayé d'en négocier, il va bien voir si. Mais on voit bien qu'ils en profitent plus facilement. Alors que si on avait bien pensé les choses avant en amont, on n'aurait pas tous ces devis qui peuvent rajouter en plus, et là c'est dépenser de l'argent, et là on perd de l'argent. Je pense que là, vous touchez du doigt le fait que la programmation est extrêmement importante. La période de programmation, ça vaut le coup, et ça ne coûte pas si cher que ça de faire une bonne programmation pendant le temps qu'il faut. Et c'est crucial. Quand on voit le nombre d'idées reçues qu'on a tous les uns et les autres, ou bien d'habitude, on dit c'est comme ça, alors oui c'est comme ça, bon, on a entendu dire qu'il fallait faire comme ça, etc. Et quand avec Fanny, on fait de la programmation, c'est pour ça que on est vraiment convaincus de cette chose-là, c'est qu'en fait, le travail de l'architecture vis-à-vis du maître d'ouvrage, des utilisateurs dans leur ensemble, c'est un travail itératif et interactif. C'est pas, je fais mon projet d'accompagnement, mon projet de vie, mon projet tout ce que vous voulez, et je demande à un architecte de trouver le bon moyen pour qu'on arrive à faire ça. C'est de se dire, on a une première idée, ça moi je suis convaincue de ça. On a, en tant que directeur par exemple, ou professionnel, on a une idée générale de ce qu'on veut faire, de ce qu'on pense pouvoir faire, etc. Et la confrontation avec dans le cadre de la programmation avec l'architecte, les représentants, etc., c'est de se dire, nous on voudrait faire ça. Et on voudrait faire ça aussi, et on voudrait faire ça aussi. Et en fait, le travail de programmation et après le travail de conception, c'est de se dire, si on fait ça comme ça, là, on ne va pas pouvoir faire autre chose. Donc, comment on pourrait négocier? C'est toute la négociation, en fait, tout ça. Et à partir de là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tout de faire le bâtiment. Vous voyez, il faut travailler et vivre dedans. Donc, en fait, je pense qu'on arrive mieux à s'adapter, donc à s'approprier le bâtiment si on a justement négocié en préalable, c'est-à-dire qu'on a fait des allers-retours, on a vu l'intérêt d'une chose, pas d'une autre, et puis finalement l'architecte, ce qu'il fait en plus, c'est qu'il apporte la créativité. Il y a quelque chose auquel on n'a pas pensé qui répond exactement à l'idée générale qu'on avait. Ça, c'est très important. Et quand on voit le coût de la programmation par rapport au coût du bâtiment, franchement, c'est pas grand-chose. C'est rien du tout, même. C'est dommage qu'on s'en rende compte. Oui, mais bon, enfin, ça, c'est une question que je me pose souvent. Oui. Et j'ai dit souvent que c'était l'architecte qui était responsable. Alors, je suis sur tapétude, c'est normal. On critique dans une école d'architecture l'architecte. Et de dire, enfin, je prends l'exemple, ce sera plus clair, un jour, je suis beaucoup occupé des femmes de handicap, à façon de dire. Et on me dit, voilà ce que tu veux faire partie d'un jury pour un centre pour enfants polyhandicapés. Polyhandicapés, très lourdement polyhandicapés. Donc il y avait eu un jury qui avait été fait, il y avait donc des architectes qui avaient répondu, et donc on me demandait de participer au jury. Alors, bien sûr, je dis oui. Et je dis, je voudrais juste voir la programmation que vous avez pour ce centre polyhandicapé, pour 30-40 personnes. Il y avait 2 pages. Je refusais de participer à quoi que ce soit. Mais je critique des architectes qui ont répondu à quelque chose où, je pense, l'ordre syndical d'architecture devrait interdire des choses comme ça. Parce que la programmation est la chose la plus capitale dans le départ. Et ce n'est pas l'architecte qui fera la programmation, ce ne sera pas le même qui pourra concevoir après. La mentalité de la programmation sur un même objet emmène éventuellement une restriction imaginaire de la suite. Mais ça ne veut pas dire que l'architecte peut pas faire la programmation et sur autre chose, mais dans toute l'expérience que j'ai pu avoir de suivi des architectes, de programmation, etc., depuis quelques années, je vois qu'il y a une incompatibilité de conception après, où il y a un frein dans la conception. Et que cette programmation que vous faites est tellement capitale, et que pour ces maisons de retraite ou ces maisons de trucs, il y a un
extraordinaire à faire ici. Et c'est ça que j'aimerais que, même si que votre travail, pendant ces 15 jours, soit plus autour de ça que d'essayer de faire déjà le projet. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas celui qui dirige votre truc. La programmation, c'est très ingrat. Moi, aujourd'hui, je revendique, parce que je trouve que c'est tellement... Pour avoir répondu à des attentes de programme et de devoir, par substitution, reconstituer en creux complètement un programme pour pouvoir y mettre du contenu, je me positionne comme scénariste de projet. C'est-à-dire, dans le cinéma, l'industrie du cinéma a une capacité de production phénoménale. Par contre, ce qui leur manque, ce sont des bonnes histoires. Donc le cinéma est à l'affût d'auteurs qui est capable encore d'alimenter de nouvelles histoires pour pouvoir reconstruire d'autres films, pour pouvoir continuer à tourner. Sinon, on rejoue toujours les mêmes histoires. Bien, quand on dit que les architectes aussi s'intéressent à la programmation, c'est pas très marrant parce que tout ce qu'on leur apprend, c'est l'acte final, la mise en scène, mais aller se coltiner des choses ingrates. Et si on dit on devient des scénaristes et que les architectes à un moment donné de l'année ou de leur carrière, qu'il y ait vraiment une profession polyvalente à toutes les époques, avec tous les âges, dans toutes les situations, qui soit capable de raconter la vie, de raconter les morceaux de vie, de raconter les trajectoires des gens et de commencer à raconter l'architecture avant de la dessiner. Et là, on aura fait un grand pas. Et à partir du moment où on parle de la narration, on parle de la vie, on n'est plus dans les normes, on n'est plus dans... Parce que dès qu'on fait de la programmation, jusqu'à la décentralisation, les programmes, c'était les DBE qui les produisaient, et c'était du copier-coller, on avait exactement le nombre de luxe qu'il fallait dans une pièce, et il n'y avait rien, il n'y avait pas de contenu, il y avait des pavés comme ça qu'il fallait respecter, et on se faisait repérer le concours parce qu'il n'y avait pas tout ça. Mais il n'y avait pas l'essence du projet, il n'y avait pas le... Oui, en fait, quand Fanny et moi on parle de programmation, on parle de politique. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la programmation technique. Évidemment, à un moment, il faut que ce soit traduit en termes économiques, donc forcément, ça arrive à un moment ou l'autre. Et là, c'est en fait, on a travaillé récemment sur la rénovation, la configuration d'un premier logement. On a travaillé avec vraiment de direction, le personnel, etc. Et surtout les résidents qui vivaient dans le bâtiment, qui était très intéressant, mais qui ont besoin d'évoluer. Il fallait garder ce qui était plus intéressant. Les gens ont validé, ils en étaient conscients, plus ou moins conscients, qu'en tout cas ils le vivaient. Et donc ça veut dire qu'au début, pour une grosse opération, il fallait observer le bâtiment et les gens qui vivaient là. Si on n'a pas compris dans la vie, c'est difficile de... Sinon, on va tout fiche par terre et puis on va faire quelque chose d'autre. Les gens qui ne savent pas compter. Juste deux petits mots sur ça, la formation, deux expériences quand même. Moi, je pense que la formation est une partie essentielle du travail. C'est foutu.